Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Heureuse de vous accueillir. 0826 300 300 pour débattre aujourd'hui. Karima Mendes, vous êtes blogueuse. François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération Européenne de la Vente à Distance. Timothée Gaget, conseiller en communication, directeur de l'agence Archer. C'est ça, on dit Archer ou Archer ? Archer, excusez-moi, sorry. Et Romain Colas, qui ne devrait pas tarder à arriver, secrétaire national du Parti Socialiste et maire de Boussy-Saint-Antoine. On va évidemment parler du voyage d'Emmanuel Macron à Amiens. Enfin, le voyage, je ne sais pas si c'est un voyage, mais en tout cas, il va se rendre à Amiens, retour aux sources. On va parler du Dry January, c'est-à-dire ce mois sans alcool qui avait été envisagé par le gouvernement. Et finalement, il n'y aura pas de communication autour de cela. Et puis 64% des Français soutiennent la grève du 5 décembre. Et vous, soutenez-vous cette grève ? Y participerez-vous ? 0826 300 300. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec du cinéma et François Monboise pour un coup de cœur cinématographique. Oui, c'est pour le film Hors Normes que j'ai vu ce week-end. Et c'est un film qui fait vraiment du bien. Ça raconte l'histoire d'associations qui prennent en charge les autistes ados ou jeunes adultes dont personne ne veut. C'est-à-dire que les parents n'y arrivent pas parce qu'ils ont 18 ans ou plus et ils ne sont pas gérables. Et les institutions publiques n'y arrivent plus et les enferment. Ce qui fait qu'ils deviennent de plus en plus agressifs. Et il y a 2 assocs, et c'est bien fait parce qu'il y en a une, c'est une assoc juive, et c'est Vincent Cassel qui est le patron. Et l'autre, c'est un acteur dont j'ai oublié le nom, l'acteur du Prophète. Je ne sais Rabbi pas. Taïeb, je crois. Oui. Et qui travaillent ensemble et qui récupèrent ces gars et qui les aident. Et là où c'est poignant, c'est que pour s'occuper d'eux, ils prennent des gamins de banlieue qui n'ont pas de boulot et qui trouvent une mission dans leur vie, se faire accepter d'un autiste et puis à établir un lien avec lui. Ouais. Et c'est un film extrêmement fort. Quand la lumière s'allume, les gens sont un peu scotchés pendant 5 secondes. Et ça fait du bien. Oui, puis surtout de parler de ce sujet. C'est une histoire vraie. Donc j'ai appris que c'était une histoire vraie qui existe vraiment. C'est vraiment des associations qui font ça. De parler de ce sujet, en plus, ça fait des années que ce sujet existe. Moi, je me souviens avoir reçu des parents d'enfants autistes qui avaient plus de 20 ans et qui sont désespérés, démunis, qui sont obligés d'aller en Belgique. En même temps, c'est presque un peu désespérant parce qu'on se rend compte de l'infinie patience qu'il faut et du fait que ces gamins ont un mal fou à s'ouvrir. C'est pas gratifiant tout de suite. Absolument. Je vais faire moi un coup de cœur aujourd'hui pour les 40 ans des bronzés font du ski. C'est quand même un événement, non ? Vous vous souvenez évidemment du générique, mais c'est vrai que j'ai revu des extraits l'autre jour. On se marre toujours autant. Moi, je suis fascinée de voir que ce film a toujours gardé cette... non, vous n'êtes pas... Gardé cette fraîcheur. Ça deviendra un des grands classiques du cinéma français. D'ailleurs, ce qui est hallucinant, c'est de voir que toute la troupe du Splendide présente dans ce film a fait 40 ans de carrière sur divers registres. Absolument, c'est vrai. Marianne Chazelle qui est au théâtre, Christian Clavier qui a continué dans divers films. Michel Blanc, ils ont tous fait carrière. C'est assez, un petit coup de chapeau. C'est des films cultes par génération un peu. Oui. C'est-à-dire que mes enfants, c'est La Cité de la Peur. Eux, ils connaissent ça par cœur, ils connaissent toutes les répliques. Ils aiment bien les bronzés. Mais il y a les bronzés aussi qui fonctionnent. Et Michael nous dit, c'est le film que je suis allé voir, donc extraordinaire, au lieu du Polanski. Il y a un gros débat sur le film de Polanski, mais qui marche plutôt pas mal. Est-ce que c'est par réaction ou pas ? Je ne sais pas, j'ai eu le débat. Il fonctionne bien. Oui, il marche plutôt bien. Timothée ? Écoutez, je vous en avais sans doute parlé, mais le coup de cœur, c'est évidemment la résistance des étudiants hongkongais. Je pense que là, on va rentrer dans une période de grosses manifestations en France, de grève. Non pas que nos causes soient moins illégitimes et moins importantes, mais là, ce ne sont pas des gens qui se battent pour leur pouvoir d'achat, mais pour leur liberté politique, dans un pays qui, certes, appartient à la Chine, mais était très occidentalisé du fait de la présence anglaise pendant des décennies. Et on voit des jeunes prêts à mettre la vie en danger seulement pour leur liberté. Et je trouve ça très beau. Oui. Donc, mais souvent les gens disent voilà, les Français trouvent que ce qui se passe à Hong Kong est formidable et ce qui se passe en France c'est pas bien. Donc non, mais c'est quand même une différence de registre. C'est-à-dire que là, vous avez un pays, il y a eu un deal qui a été fait entre Hong Kong et la Chine populaire, qui était Hong Kong rejoint la Chine populaire à condition que ces libertés soient préservées. Aujourd'hui, il en va d'une autre manière et les gens sont légitimes
à défendre ce régime qui était une petite enclave démocratique au sein de la République populaire de Chine. Donc c'était effectivement, on en avait parlé hier. Kerima, alors c'est une affaire assez importante, on l'a très légèrement évoqué, l'affaire Marie Accab. Alors Marie Accab, alias Marie Thibault, alias d'autres noms, mais on va pas divulguer l'identité de cette jeune fille, mais cette jeune fille se permet de divulguer l'identité des policiers. Donc cette jeune fille est résidente. Elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, non? Elle a 25 ans, donc elle fait partie de l'ultra-gauche. Donc tous les samedis, dimanches, elle manifeste bien sûr avec les gilets jaunes. Donc ça, c'est un droit qu'elle a et on ne lui enlève pas. Moi, ce qui me choque, c'est que cette jeune fille se pointe devant les commissariats de police, suit les policiers jusqu'à chez eux, elle prend les adresses et après elle les diffuse sur Facebook. Donc là, elle se targue d'être fichée S. Elle a été jugée dernièrement. Et comme elle avait du sursis, les juges ont décidé de ne pas la condamner. Mais donc, pourquoi c'est pas cohérent? Normalement, avec du sursis, normalement, elle aurait dû être condamnée, surtout que la DGSI... Mais en quoi est-ce que ce n'est pas qualifié? Parce que c'est interdit de divulguer des adresses personnelles. Normalement, c'est interdit, mais là, c'est complètement kafkaïen. Personne ne comprend rien. Et là, ce qui est quand même assez incroyable dans cette histoire, c'est que cette jeune fille a été attrapée parce qu'elle avait une discussion privée sur Facebook avec des personnes pas très recommandables. Et c'est comme ça qu'ils ont vu qu'il y avait un fichier police qui circulait sur Facebook. Donc, elle a un fichier police. J'aimerais juste rappeler qu'on a eu Magnanville en France, qu'il y a eu quand même 2 policiers qui ont été tués à leur domicile et qu'on risque d'avoir un autre Magnanville en France avec ce fichier qui circule. Et cette jeune fille est sortie. Il n'y a pas que lui, il y a Taha Bouaf aussi ce matin qui a diffusé... Mais c'est elle qui a communiqué les informations à Taha Bouaf, et Taha Bouaf a mis le policier qui l'avait arrêté, a mis la photo du policier qui l'avait arrêté sur Mais ça, c'est pas répréhensible. Eh bien non, elle a rien eu, elle a été relâchée. Ouais. Vous en pensez quoi? Elle a été relâchée. C'est assez étonnant, Timothée. Écoutez, c'est toujours compliqué. Oui, c'est compliqué de juger quand on ne connaît pas forcément, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Surtout alors, pour ce qui est du sursis, il faut savoir qu'en France, même quand on a de la prison ou une peine avec sursis, c'est-à-dire que à moins d'avoir plus de 2 ans ferme, vous n'allez jamais en prison. Donc, vous pouvez avoir 6 mois avec sursis, on vous remet 6 mois avec sursis, on vous remet... Tant que la peine ferme dépasse pas les 2 ans, vous n'y allez pas. Après, pour ce qui est de commenter des enquêtes en cours, je suis toujours assez mal à l'aise parce que non, mais c'est vrai que sur le fond, on se dit, elle diffuse des adresses et des photos de policiers, qu'elle ne soit pas condamnée. Elle a quand même suivi les policiers jusqu'à chez eux. C'est quand même grave. Non. Et le dernier, c'est moi, je suis effarée de vient de nous rejoindre. On parle de cette jeune femme donc qui a diffusé des photos de policiers et leur adresse et qui n'a pas été condamnée. Bonjour, je suis désolé, j'ai pas suivi cette histoire. Bon, voilà. J'ai goûté à l'instant, et je vous prie de m'excuser, les joies que malheureusement vivent des centaines de milliers de franciliens chaque jour. Galère de RER. Galère de RER. Voilà, train supprimé, retard, je vous prie encore de m'excuser. Je vous en prie, c'est le lot de beaucoup de gens qui habitent effectivement en Ile-de-France. J'habite aussi comme ça, et le week-end, il n'y a pas de RER. Donc si vous voulez aller à Paris ou vous déplacer, c'est pas possible. Donc moi, je veux bien qu'on fasse tout, qu'on supprime la voiture. Mais si on pouvait faire des choses un petit peu plus efficaces pour aménager les transports, ce serait très bien. Puisque vous êtes là, vous allez nous donner votre coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule. Coup de gueule, forcément. Coup de gueule. Vous êtes énervé. Pas forcément, mais malheureusement, je chercherai chaque jour des raisons d'avoir des coups de cœur, mais il y a un peu plus... chaque jour aussi de raison de pousser un coup de gueule, et là je veux en pousser un qui est sans doute d'ailleurs à connecter avec un sujet qu'on abordera tout à l'heure, celui du mouvement qui va s'engager le 5 décembre. Coup de gueule contre les effets de la politique fiscale et sociale du pouvoir en place 2017. L'INSEE a publié il y a quelques jours le portrait social de la France. C'est une enquête annuelle qui décrit la façon dont se répartit le pouvoir d'achat, les évolutions au sein de la société. Et l'INSEE démontre ce que nous avons toutes et tous ressenti, ce que les Français ressentent, ce qui explique leur mobilisation, notamment au travers du mouvement des Gilets jaunes, et puis sans doute le soutien qu'ils apportent aux mouvements qui vont encore une fois s'engager à partir du 5 décembre. Cette enquête de l'INSEE, elle démontre quoi? Que les choix budgétaires, fiscaux et sociaux qui ont été faits dans l'année 2018, c'est-à-dire les premiers budgets qu'a fait voter Emmanuel Macron à sa majorité, ils ont favorisé les plus riches de nos concitoyens. Ils ont gagné en moyenne par an,
pour les 5% d'entre eux les plus fortunés, 1 200 € de pouvoir d'achat. Quand les 10% de Français les plus pauvres ont dû se contenter d'un gain de pouvoir d'achat de 130 €. Donc vous voyez bien qu'on a une politique qui est inspirée par la vieille lune libérale de la théorie du ruissellement. Plus les riches sont riches, plus les miettes pour celles et ceux qui sont en dessous sont censées être conséquentes. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et pour les classes moyennes, ceux qui sont autour du revenu médian, le gain de pouvoir d'achat est de 211 € par an. Donc ceux qui s'en sont sortis le mieux, ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat croître, sont ceux qui en avaient le moins besoin, les 10% des ménages les plus favorisés. Et ça explique la colère que ressent notre pays. Et ça explique encore une fois, mais je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, le soutien de la population aux mouvements qui vont s'organiser à partir du 5, même s'ils vont créer bien plus de troubles dans le RER que je n'en ai connu aujourd'hui. Absolument. Je voulais qu'on parle de déclaration d'Emmanuel Macron hier à propos de la pédopornographie. Il veut renforcer la lutte contre la pédopornographie sur Internet et complexifier l'accès à la pornographie légale. Est-ce que c'est pas une fois de plus un vœu pieux? C'est-à-dire comment on va réglementer, comment on va essayer d'interdire l'accès à des jeunes, à des sites pornographiques. Les chefs de l'État ont donné 6 mois aux acteurs d'Internet pour mettre en place un contrôle parental par défaut, plutôt qu'une option volontaire comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez cocher une case « j'ai plus de 18 ans », ce qui n'est pas très contraignant. Et il a demandé effectivement à ce que les sites pornographiques renforcent les contrôles d'âge des internautes. Alors François Monboise, vous connaissez bien Internet. C'est très dur. C'est très compliqué. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu... C'est très bien. Sur le fond, c'est très bien, mais... Voilà, l'objectif est louable parce que je crois que l'âge où les jeunes ont accès aux films porno n'a jamais été aussi bas. Je crois que c'est 10 ans. Voilà, c'est 10-11 ans. Et c'est dramatique, mais le réaliser en pratique, c'est très compliqué. Ou alors, il faudrait faire quelque chose contre lequel, a priori, tout le monde est contre, sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. C'est la fameuse neutralité Internet. C'est-à-dire que techniquement, les fournisseurs d'accès pourraient bloquer les images porno quand elles passent. Mais d'abord, les sites porno sont pas très d'accord. Et puis, c'est 2 startups françaises, je crois, qui ont les 2 plus gros sites porno du monde. Mais ça bloquerait pour tout le monde. Mais ça bloquerait pour tout le monde. Voilà. Exactement, ça bloquerait pour tout le monde. C'est contraire à la liberté. Donc, on se heurte aux difficultés. Alors, moi, j'ai entendu que les Britanniques ont essayé. Et puis ils ont abandonné au bout de 6 mois parce que c'est très compliqué techniquement. Donc c'est des paroles verbales, quoi. Non, on peut demander que le logiciel de contrôle qui est fourni par certains fournisseurs d'accès ou sur les télés soit mis d'office. Ça, c'est faisable. Et que les gens doivent le débloquer. Mais si les gamins faire la même chose sur 11 ans sont malins, sur sa box internet que ce qu'on a sur sa télévision. Ils vont arriver à le débloquer, non? Des gamins de 11 ans aujourd'hui, ils sont assez geeks, donc ils vont se passer le mot pour le débloquer. Donc c'est très très dur, je crois, techniquement. C'est pour ça que sans doute, parallèle de ces réformes techniques, enfin qui partent évidemment d'un bon sentiment, c'est au niveau de l'éducation que ça se passe. C'est-à-dire que si les enfants entre 10 et 13 ans ont quasiment tous consulté des sites porno, c'est soit fait dans sa famille, mais c'est toujours compliqué d'en parler avec ses parents, soit plutôt à l'école, de juste expliquer aux enfants, vous allez voir ces images, c'est un fait, on vous explique juste que c'est pas comme ça dans la vraie vie, qu'il faut de l'amour, non mais c'est fait, mais en tout cas moi, à l'école, on n'avait pas ça. Playboy. Non, mais on se passait des Playboy. Moi je me souviens qu'en classe de 6e, ça a été l'émoi total parce qu'il y en a un qui avait acheté un Playboy. Mais c'était ça à l'époque. Playboy, c'était moins violent que ce qu'il y a sur YouPorn. Non, je veux dire qu'il y aura le même désir de la part de gamins de 10-12 ans d'aller voir. Oui, sauf qu'ils ne voient pas la même chose que ce qu'on voyait. Je suis d'accord. La grosse différence, c'est qu'avant c'était un accès à la nudité, au sexe, à la pornographie. Aujourd'hui, c'est plus un accès à des pratiques qui parfois peuvent être violentes. C'est, je pense, ça qui peut fausser aussi l'image de la sexualité. Le désir des gamins d'aller chercher va être très fort et ça va être très très compliqué de les en empêcher. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du voyage d'Emmanuel Macron à Amiens et puis du mois sans alcool au mois de janvier en France qui n'aura donc pas lieu. À tout de suite. Allez, un module assez court parce qu'on a été assez bavard, donc peu de temps avant la prochaine pub, mais on est là avec vous. Fallait-il conserver le mois sans alcool? Vous savez que c'est une opération officielle de sensibilisation au risque de l'alcool qui est inspirée des Anglais, qui devait avoir lieu pour la première fois en France dans quelques semaines, donc en janvier prochain. Et l'opération a été annulée suite à une décision du chef de l'État. Donc, encore une fois, on pointe les lobbies du vin, puisqu'il y a bien le mois sans tabac qui existe, où il y a de la communication qui est faite. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne chose? Oui. Oui, Karima Mendes. Ça aurait été une bonne chose si ça peut sauver des vies. Oui, ça aurait été une bonne chose d'expliquer, oui.
De faire de la communication autour de l'alcool. Exactement. On a la journée sans tabac. Pourquoi pas la journée sans alcool? Ça aurait été bien. C'était un challenge. En Angleterre, c'est un challenge qui est lancé. Et c'est très bien. Mais les Anglais ont toujours été excessifs dans la consommation, dans la non-consommation. Nous aussi. On n'est pas mauvais non plus. Hein. Exactement. Vous en pensez quoi alors? Est-ce que c'est l'État nounou, encore une fois? Non, c'est les lobbies. C'est les lobbies. Non, mais dans 10% des Français boivent la moitié de la consommation d'alcool française. Donc, vis-à-vis de ces 10%, c'est pas forcément anodin de leur rappeler pendant un mois de lever un peu le pied. Ouais. Oui. Mais pour avoir fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Michel Reynaud qui était ce matin sur Sud Radio, il y a un vrai problème aujourd'hui d'alcoolisme chez les jeunes. Les jeunes femmes de 30 ans alcooliques qui boivent du vin et qui n'ont pas conscience de ça. Romain Colas. Oui, on parlait à l'instant des dangers de l'accès aux images pornographiques pour des jeunes. On a un vrai sujet, moi je le vois comme mère au quotidien, d'alcoolisation rapide et extrêmement forte des jeunes qui n'ont absolument pas conscience des dangers pour leur propre développement que représente l'alcool. Et j'ai malheureusement assisté aussi à des drames familiaux, à des personnes qui sont décédées du fait de l'alcoolisme. On sait que c'est une des principales, à part le tabac, une des principales causes de décès en France. Et le fait les pouvoirs publics consacrent pendant un mois un temps intense pour sensibiliser le public, notamment les jeunes, au danger de la consommation immodérée d'alcool. Moi, je suis comme tout le monde, je bois un coup, j'aime bien le vin, je suis français, quoi. Voilà, mais j'essaye de le faire avec modération et surtout, j'ai conscience que c'est mauvais pour la santé. Mais je suis pas certain que tous en aient conscience, et notamment les jeunes. Et donc, il était intéressant qu'effectivement, les pouvoirs publics, même pendant un mois, ça a eu des effets en Angleterre d'ailleurs, une campagne. Et ce que je constate, c'est que sur ce sujet, comme sur le glyphosate, ou comme sur d'autres, c'est encore une fois au lobby que cède le président de la République. Non. Je sais pas. Très honnêtement, on a un enjeu de santé. On a un enjeu de santé publique. Le président de la République s'est déplacé en Champagne. Il leur a dit: vous en faites pas, le mois de rail n'existera pas. Franchement, qui d'autre que le lobby des vins et spiritueux était opposé à la tenue d'un tel mouvement pendant un mois? Personne. Donc c'est bien les lobbies des vins et spiritueux qui ont été satisfaits par le président de la République. Je pense que là, c'est vraiment pour la santé des Français. Donc François Monboise, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas sur ça, c'est sur le glyphosate. Sur le glyphosate, l'ANSES a dit clairement qu'il n'y avait pas de sujet. Le lobby, c'est un lobby écolo qui ne veut pas qu'il y ait de glyphosate. Il ne faut pas renverser les choses. Hein. Les accords, les résultats scientifiques sur le glyphosate, c'est qu'il n'y a pas de danger. Et d'ailleurs, les paysans sont les gens qui ont le moins de cancer. Donc là, les lobbies, c'est dans l'autre sens. Bon, là, on va pas refaire le débat glyphosate, mais c'est vrai qu'il y a... Mais moi, je savais même pas qu'il y avait un mois sans alcool. Moi, je savais on a failli. Moi, j'étais resté sur l'habitude anglo-saxonne qui, en gros, après les fêtes, on se calme. On se calme et on ne boit pas. Mais je ne savais pas que le gouvernement voulait faire ça. Mais il y a le mois du cancer du sein au mois d'octobre, il y a le mois sans tabac, donc c'est une manière de communiquer et d'alerter sur les dangers de l'alcool. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse, et Vincent le rappelle ce que vous disiez, Romain Colas, décision prise après un bon repas dans la région de Champagne. Et ce qui est troublant, c'est que cette annonce soit faite par un organisme viticole. En tout cas, la Fédération Addiction a décidé d'organiser son propre Dry January. Donc à suivre. Là, juste une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un débat entre les producteurs de vin, en fait le monde viticole et les alcools forts. Tout le boulot des alcools forts, c'est de se mettre avec les gens du vin. Bien sûr. Parce qu'eux, ils n'ont pas la cote, et les gens du vin ont plutôt la cote. Et le ministre a plutôt raison. Les gens qui sont ivres en sortant de boîte, c'est pas avec du vin rouge, c'est les alcools forts. On a Jean de Longjumeau en ligne avec nous. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire le mois sans glyphosate, ça serait bien. Non, on parle de l'alcool. Une vie sans glyphosate, c'est mieux. Vous êtes restaurateur, c'est ça, Jean? Oui, je suis restaurateur. Moi, je ne suis pas un consommateur. Je suis sûrement un des rares cuisiniers. D'ailleurs, ça fait partie des choses curieuses dans la vie. C'est que quand vous faites pas comme tout le monde, vous êtes toujours mis à l'écart. Donc, depuis que je suis tout petit... je suis pas quelqu'un qui boit d'alcool, je suis pas très bien à l'alcool, j'aime bien boire un verre de vin avec un plat qui correspond bien, parce que de temps en temps il y a des alliances assez intéressantes, par exemple entre un vin moelleux et un foie gras, ou avec un roquefort. Il y a des associations intéressantes à apprendre, mais je suis pas quelqu'un qui boit, donc je suis très à l'aise pour parler de ça. Je suis pas alcoolique du tout, j'en ai jamais vu dans ma famille. Mais je veux dire, c'est vrai que ça a été dit à l'instant, le mélange de l'alcoolisme, c'est-à-dire de l'alcool dur, c'est-à-dire en clair la vodka, le whisky, des alcools extrêmement faciles à fabriquer, qui rapportent beaucoup d'argent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les emballages. Ça veut dire qu'on gagne beaucoup de fric avec de l'alcool de grain. Mais on mélange le vin et l'alcool, c'est-à-dire on parle pas de goût, on parle pas de qualité de goût, on parle tout de suite d'alcoolisme. Et c'est vrai que je vois mon fils qui ne boit pas du tout.
dans toutes les soirées où il est invité, où il va, c'est vrai qu'il est aussi toujours mis à l'écart un petit peu parce qu'on lui dit toi tu bois pas. Et moi à 60 ans, je viens de faire le congrès de nos syndicats patronaux à Biarritz. Bon, les gens ils picolent pas mal, hein, c'est clair. Hein, enfin, ils picolent. Pour moi, ils picolent. Bon, eux, ils pensent qu'ils boivent pas. Moi, je trouve qu'ils boivent beaucoup. Mais vous êtes mis aussi à 60 ans toujours à l'écart parce que mais toi tu bois pas. Ouais. Dire, oui, non, mais c'est effectivement social. Mais mon fils voit que dans les achats, quand il fait des soirées avec des gens, dans le sport, par exemple dans le badminton où il joue, les gens font des soirées, ils achètent beaucoup plus d'alcool, de bière et d'alcool que de nourriture. La nourriture est assez basique, c'est-à-dire pizza, cacahuètes et chips. Alors que par contre, il y a une grosse dépense alcoolique, mais c'est des alcools durs. Et dans les férias dans le sud-ouest, moi j'ai appris il y a quelques années, dans les férias dans le sud-ouest, il y a les jeunes se mettent directement des gouttes de vodka dans les coins des yeux. Et alors vous allez trouver ça horrible, moi j'ai trouvé ça horrible. Alors le top du top, pour vraiment être bourré le plus rapidement possible, c'est de prendre un tampax, de l'imbiber de vodka et de se l'enfiler dans l'anus. Timothée connaissait. Voilà. Merci Jean, merci beaucoup de votre témoignage. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff pour débattre aujourd'hui. Timothée Gaget, conseiller en communication, directeur de l'agence Archer. Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine dans le 91. François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération Européenne de la Vente à Distance. Et Kerima Mendes, vous êtes blogueuse. On va parler de ce sondage IFOP pour Sud Radio. 64% des Français trouvent le mouvement de grève annoncé pour le 5 décembre justifié. Près de la moitié souhaitent que le gouvernement aille au bout des réformes et 65% des Français pensent que le gouvernement ira au bout. Donc en tout cas, le chiffre est élevé pour une mobilisation sociale qui va quand même perturber beaucoup le quotidien des Français. Vous êtes étonné par ce chiffre de 65%, près de 2 tiers des Français qui soutiennent la mobilisation? Non, je suis pas étonnée. Non, je pense que les Français sont à bout. Et cette grève est justifiée dans le sens où, quand on voit la politique du gouvernement, c'est pas une politique très sociale, hein, c'est plutôt une politique pour les riches. Donc moi, je suis pas du tout étonnée. Alors, est-ce que ce mouvement va servir à quelque chose ? Elle est là la question, parce que je ne pense pas que le gouvernement recule. Vous pensez qu'il ira au bout comme Non, je pense qu'ils iront droit au mur. Ouais. François Monboise, vous êtes étonné par le soutien des Français? Appelez-nous, 0826 300 300, pour nous dire si vous soutenez ce mouvement de grève annoncé le 5 décembre. Je pense que c'est un soutien au fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne pense pas que ça soit un soutien au maintien des régimes spéciaux de la RATP. Non, c'est plus un soutien à... Le travail du gouvernement, ça va être, et Agnès Buzyn a commencé ce matin, de dire attendez, n'oubliez pas, la retraite de la RATP, ça n'a rien à voir avec les autres, etc. Ouais. Je sais donc pas. Donc c'est quoi? C'est un soutien, un mécontentement général? C'est un mécontentement. Voilà. Ouais. Si vous décortiquez ce sondage, vous voyez qu'il y a beaucoup de soutien pour les surveillants, les policiers, les éleveurs de bovins, les éleveurs laitiers, et que s'agissant de la réforme des retraites, le pourcentage de soutien est très faible. Assez faible, moins de 30%. D'ailleurs, on voit mal, quand on dit tout le monde en colère, je pense que la population des Gilets jaunes me semble peu proche sociologiquement de celle de la RATP qui va bloquer Paris à partir du 5 décembre. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que le soutien aux policiers, alors que ce qu'on entend en ce moment est plutôt à l'inverse. Là, c'est effectivement assez massif. Romain Collas. Moi, je crois qu'il n'y a rien d'étonnant dans ce chiffre. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est qu'en fait, le mouvement qui va s'organiser le 5 décembre, pas qu'à la SNCF et à la RATP d'ailleurs, parce que Air France est concernée, l'éducation qui va sans doute rejoindre. Je crois que les syndicats des personnels hospitaliers prendront des décisions dans les jours qui viennent. Et donc il y a une coagulation des colères. Et c'est pour ça que je connecte ce que je dis à l'instant à mon coup de gueule de tout à l'heure. C'est qu'il y a une véritable injustice, qui n'est pas qu'un sentiment, il y a une véritable injustice, c'est démontré aujourd'hui par l'INSEE sur les questions de pouvoir d'achat, dans les choix qui sont opérés depuis 2017. Et donc vous avez un ras-le-bol. Et les Françaises et les Français
soutiennent le mouvement de celles et ceux qui peuvent faire grève. On avait appelé ça la grève par procuration. Moi, je me souviens qu'en 95, alors que ça avait été extrêmement difficile pour se déplacer, le mouvement avait été dur, le soutien populaire au mouvement avait duré longtemps, et d'ailleurs, il avait conduit le gouvernement à reculer. Je crois qu'on paye aujourd'hui, et c'est pas bon pour le pays. Moi, je me désole à chaque fois qu'il y a une crispation, même si je suis dans l'opposition au gouvernement, je me désole de cette crispation. On paye une arrogance du pouvoir, du président de la République au premier chef, et on paye surtout les conséquences d'une politique qui laisse une majorité de Français sur le bord du chemin, qui rend exsangue un certain nombre de services publics, des réponses qui ne sont pas apportées. Ce que considèrent les Français, c'est qu'on a un pouvoir qui agit au service de quelques-uns et pas au service de tous. Et en France, ça se manifeste aujourd'hui par le soutien à ce mouvement. Ouais, vous pensez que cette manifestation peut, alors c'est la grande question, agréger plusieurs mécontentements ? En tout cas, c'est le risque politique majeur pour le gouvernement. Le gouvernement. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont hier lâché énormément de lest sur l'hôpital. Effectivement, si on se retrouve avec hôpital, police, transport en même temps, il n'y a plus grand-chose qui va fonctionner dans le pays en décembre. Après, sur la réforme des retraites, qui est quand même le début de la manifestation, si vous voulez, c'est un constat simple. L'âge, l'espérance de vie augmente et on veut partir au même âge. Ça n'est pas possible. Après, il y avait une réforme structurelle qui était de dire on va harmoniser tous les systèmes. Et je crois que quand même les Français étaient majeurs, à part évidemment les premiers concernés cheminots, mais les Français étaient pour. Il n'y a pas de raison. Pas de raison qu'il y a Non, mais évidemment, il y a la pénibilité. Mais pourquoi la pénibilité dans le privé aurait pas la même retraite que la pénibilité dans le public. Et là, on va repartir sur d'ailleurs, ce qui prenait en compte la pénibilité pour les salariés du privé dans le système de retraite, ce qui avait été mis en place par la majorité de gauche dans la précédente législature, a été immédiatement supprimé dès son arrivée au pouvoir par Emmanuel Macron. Le problème sur la réforme des retraites, je vais vous dire, c'est que jusqu'à présent, on en a une version tous les jours. Qu'on est dans le grand flou et que le gouvernement, par ailleurs, est en train d'orchestrer une forme de nébuleuse. Personne ne sait aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de positionnement officiel. On a dit qu'après les préconisations de Delevoye, finalement, tout était remis à plat. C'est un vrai problème de méthode. Oui, c'est un vrai problème de méthode, et c'est parce que entre le rapport de Delevoye et maintenant, il y a des chiffres d'experts indépendants qui sont sortis et qui ont montré qu'il y avait, pardonnez-moi de parler ainsi, mais une grande majorité de cocus dans la réforme telle qu'elle était proposée, notamment dans l'enseignement, notamment dans la fonction publique, notamment pour les femmes qui sont salariées du privé et qui ont des carrières hachées auxquelles rien n'était proposé. Donc les Français, ils sont simplement en train de réaliser, ça explique encore une fois le soutien, mais sur un sujet qui dépasse largement la réforme des retraites, parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a une immense inquiétude, une immense souffrance dans le pays, dont le pouvoir n'a malheureusement toujours pas pris la mesure, quelle que soit la mise en scène qu'Emmanuel Macron fait de lui-même, en étant passé de Jupiter au guide des routards. En ce moment, il fait la tournée, il fait la tournée des popotes locales, mais avec zéro annonce et surtout zéro inflexion politique. Oui, François Monbois. Je crois que l'objectif de la réforme des retraites est très juste. Tout le monde est d'accord pour avoir la même retraite pour tout le monde. Mais après, les gens disent oui, mais moi, je veux garder mes petits avantages. Et ça, c'est très français. Donc, sur le papier, tout le monde est d'accord pour fusionner, mais les gens qui sont dans les 26 régimes, ou je ne sais plus combien de régimes spéciaux, disent oui, mais moi, j'ai n'importe quoi, un jour de plus pour 5 ans d'ancienneté, ça, on va le garder quand même. Et comme le gouvernement ne peut pas annoncer clairement à chacun quelle sera sa retraite, il est coincé. Ouais. Comme en plus, Emmanuel Macron s'est fait piéger, à mon avis, dans sa campagne en promettant de ne pas remettre en cause l'âge, qui est quand même la variable qui permet de gagner de l'argent sur le régime des retraites. Comme on ne dit pas aux gens clairement que le régime actuel va, si le corps le dit, ça y est, va dans le mur, tout simplement à cause du rapport entre les actifs qui payent et les retraités, il y a un gros problème là. Oui. Il y a un gros problème, et c'est pas ça. Moi, je vais raconter une histoire. Quand j'étais chez Procter au commerce, on avait voulu mettre en place une politique everyday low price. C'est-à-dire, au lieu de faire des promos, moins 20, puis moins 10, puis moins 15, c'est les prix bas toute l'année. On explique ça à un grand distributeur français, il dit c'est parfait. Mais pour moi, il y a quoi en plus ? Et les Français sont comme ça. C'est-à-dire et les gars de la RATP, SNCF, enfin gars ou filles, ils ont des avantages énormes et ils disent pour l'instant, attendez, oula. Nous on va pas. Mais leurs avantages, je pense que d'année en année, ça menuise. Les avantages des gens de la RATP. Si, ils ont, ça fait partie de leur statut. Vous ne pouvez pas rester au statu quo, puisque en 2025, là qu'on prenne la fourchette basse ou la fourchette haute, on prévoit un déficit entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros. Selon la croissance. Voilà. Donc de toute façon,
c'est en déficit. Comment on comble ce déficit ? Il n'y a pas 30 000 solutions. Soit votre pension de retraite est plus basse, soit vous travaillez plus, soit vous cotisez plus. Mais il n'y a que 3 solutions. Amélia est en ligne avec nous. Bonjour Amélia. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous soutenez la grève du 5 décembre, pardon ? Alors oui et non. Alors pour le privé, oui. Pour ce qui est de la fonction publique au niveau des retraites, non. Parce que je voudrais, moi, qu'il y ait plus d'équité entre les Français. Je ne parle pas d'égalité, mais d'équité. Parce que je pense qu'au niveau des retraites, le privé a été le cocu de la France depuis des années. On leur change les règles du jeu. Ils sont payés de moins en moins parce que quand on vous dit on prend les 25 meilleures années, mais du fait est que c'est très long, vous gagnez beaucoup moins à l'arrivée. Donc soit on tire tous les Français vers le haut et on se met au niveau de la fonction publique avec les 6 derniers mois et le départ à la retraite comme il se doit. Soit on tire tout le monde vers le bas. Parce que des inconvénients dans le public, moi quand on me met en avant le fait qu'on travaille le week-end ou le soir, mais c'est pareil dans le privé. C'est pas pour autant qu'on part à 55 ans ou 58 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vous dit travail de nuit, mais dans le privé aussi. Est-ce que c'est pour autant qu'on leur dit on vous donne les 6 derniers mois et vous partez à 55 ans ? Non. Donc il y a une iniquité entre les Français et à tous les niveaux. Et c'est tout le temps comme ça. Regardez pour l'hôpital. On va donner 800 € en plus par an aux infirmières, aux aides-soignants. Je trouve ça génial. En Île-de-France. En Île-de-France. C'est ce que j'allais rajouter. Sauf que ce n'est que pour l'Île-de-France. Ça veut dire quoi ? Que nos infirmières qui travaillent en province n'ont pas autant de mérite que celles de l'Île-de-France. Donc en fait, le gouvernement successif passe leur temps à créer des iniquités entre les Français. Alors je ne sais pas. Alors moi, on me dit toujours, quand on fait de longues études, c'est qu'on est hyper intelligent. Ben, excusez-moi, mais moi, je finis vraiment par en douter. Et de me dire que finalement, ma chère Amélia, t'as pas fait de longues études, mais heureusement pour toi, parce que ça empêche les gens de réfléchir, je me dis. Et vous réfléchissez bien. Et vous ferez grève ou pas le 5 décembre ? Oui, tout à fait. D'accord. Merci de votre témoignage, Robin Colas. C'est très intéressant ce que dit l'auditrice à l'instant par rapport à la discussion que nous avions juste avant. C'est que c'est pas uniquement les salariés des régimes spéciaux aujourd'hui qui sont inquiets. Et ça explique le soutien. C'est qu'il y a un tel flou et la conviction chez les Françaises et les Français, avec une ambiguïté absolue du gouvernement, que leur retraite va se dégrader avec cette réforme, que ça explique le soutien populaire. Et on a un énorme sujet aujourd'hui parce que il y a des mesures à prendre, évidemment pour l'équité. Voilà, et moi, je fais pas partie de ceux qui considèrent que tout doit être figé ad vitam aeternam. Loin s'en faut. Mais le sentiment que nous avons aujourd'hui, et que partagent les Français, c'est que ça va se faire au détriment du plus grand nombre, et notamment des plus fragiles des fragiles. C'est ça le problème du système par points. Et si on le corrige pas, ceux qui ont des carrières hachées, notamment les femmes, ceux qui ont eu des périodes de chômage. Et puis, dans la colère qui s'exprime et la défiance, il y a évidemment les effets dévastateurs de la réforme récente de l'assurance chômage qui va jeter dans la pauvreté. Et ça aura des conséquences sur les collectivités locales. Les départements s'y préparent déjà parce que ce sont eux qui servent le RSA. Ils savent que la réforme de l'assurance chômage qui est à l'œuvre, qui va avoir des conséquences sur les indemnités à partir d'avril, parce qu'au mois de mars, il y a les municipales et que le pouvoir n'est pas beaucoup débile et qu'il a le sens du calendrier. Elle touche beaucoup les cadres avec des gros revenus. Non, elle touche les cadres elle touche les cadres avec des gros revenus, elle touche surtout ceux qui enchaînent les petits CDD avec la fin des droits rechargeables et qui vont se retrouver directement du CDD avec des droits pourris au RSA. Et les départements sont déjà en train de se préparer à cette vague de pauvres que va créer cette réforme. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Le président de la République est en voyage à Amiens. Il est en visite pendant 48 heures à partir d'aujourd'hui. Il est originaire, vous le savez, d'Amiens. Il va aller à la rencontre des habitants. Une manière peut-être pour lui de renouer avec le local et puis évidemment de préparer les municipales, puisque c'est le député de la France Insoumise, François Ruffin, qui va l'accueillir peut-être, oui, qui est là. En tout cas, c'est sa première visite à Amiens depuis son élection. Il doit rencontrer des ex-salariés de l'usine Whirlpool. Donc, il essaye quoi, le président de la République ? De changer son image, peut-être demander aux communicants de se rapprocher du peuple, des villages, des provinces, des régions, des territoires ? Oui, c'est pas nouveau. Disons que juste après les Gilets jaunes, le grand débat national qui était quand même une grande opération de reconquête des territoires. L'ensemble des maires étaient assez remontés contre lui et il y a eu la semaine dernière une bonne opération avec un rapprochement avec François Baroin
pour expliquer que les maires étaient au cœur de la République, que la suppression de la taxe d'habitation serait sans impact sur les finances des mairies. Donc évidemment, le pouvoir, c'est qu'il doit reconquérir les territoires, il doit reconquérir les maires, et surtout, si la Macronie veut s'installer durablement dans le paysage politique, ça passe par un ancrage local, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, où on a des députés qui sont arrivés un peu jeunes, qui n'étaient pas forcément ancrés, et donc il faut gagner des mairies. Oui. Mais enfin, est-ce que en termes de communication, je vois l'entourage du président de la République qui dit il est picard, il est des Hauts-de-France, il aime les territoires, il vient de province, il vient de quelque part. Est-ce que les Français sont dupes aujourd'hui de cette com, Karima Mendes? Non, je ne pense pas. Sincèrement, je pense que pour moi, c'est le président, après chaque manifestation, il essaye de reconquérir la France. Mais ça ne fonctionne plus. Emmanuel Macron, pour moi, ça a été la plus grosse arnaque. Ce type-là est arrivé parce qu'il avait les réseaux pour y arriver, mais il n'aurait jamais dû être président. Son gouvernement est un gouvernement qui est inaudible. Chacun dit sa petite parole qu'il a envie de dire. Il n'y a aucun élu. Donc je ne sais pas comment ils vont gagner les mairies, mais en tout cas... qu'il aille à Amiens, c'est très bien, mais je ne pense pas que ça fasse grand-chose. Oui, enfin, en même temps, il y a visiblement une prime quand même aujourd'hui au candidat à La République En Marche, non? Non, pas forcément. Au candidat à La République En Marche. Le problème, c'est que La République En Marche n'a quasiment pas de candidat. Exactement. En fait, la stratégie d'un parti qui n'a pas d'implantation, c'est d'aller faire le coucou chez les autres. Et d'ailleurs, tantôt, d'aller soutenir la gauche ou la droite en essayant de semer la zizanie dans les familles politiques. Quelle est la cohérence politique d'une formation qui donne son soutien à j'ai oublié son prénom, pardonnez-moi. Christian Estrosi. Christian Estrosi, qu'il m'excuse, à Nice. Et dans le même temps, à l'ami Klein, maire de Clichy, et président de l'ANRU. On a à des années-lumière entre les deux, du point de vue des orientations politiques, des problématiques et de l'engagement. Donc je ne sais pas s'il y a une plus-value pour les candidats En Marche. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas, et qu'aujourd'hui, un parti qui est déconnecté du terrain essaye de faire le coucou chez les autres pour masquer ce qui va être sa défaite, parce que le réseau local d'En Marche, moi je suis maire. Voilà. La députée locale. Il n'y a pas d'En Marche, il n'y a pas de marcheurs chez moi, ça n'existe pas en fait. C'est une fiction, comme c'est le cas dans bien des territoires. Et d'ailleurs, le pouvoir est tellement inquiet que les municipales soient considérées comme une défaite pour lui, qu'il y a en navette parlementaire aujourd'hui entre l'Assemblée et le Sénat un texte qui prévoit de faire disparaître les étiquettes politiques dans les villes de moins de 9000 habitants, c'est-à-dire dans l'immense majorité des communes. Comme ça permettra au pouvoir de mettre du flou, c'est comme sur la réforme des retraites, sur les résultats des élections municipales. On dira monsieur Machin sera élu, mais on ne saura pas. C'est la stratégie du pouvoir. Et oui, Emmanuel Macron, il est dans la stratégie de com. Je le disais tout à l'heure, on est passé de Jupiter sur son piédestal à Emmanuel à Épernay, c'était la semaine dernière. Emmanuel à Amiens, ça c'est pour aujourd'hui. Il ne va pas sur le terrain critiquer. Dans une mise en scène. Oui, c'est vrai. C'est pas une question d'aller dans le terrain, c'est une question de faire. Il y a une manière de faire, je pense. C'est une façon de le mettre en scène. On présente comme quelque chose d'exceptionnel, comme étant la manifestation de l'acte 2 du quinquennat, le fait qu'Emmanuel Macron aille à la rencontre des Français, notamment de celles et ceux qui souffrent. La vérité, c'est que son job, c'est de le faire au quotidien, de le faire tous les jours. Alors, il est lucide, François Monbois, je n'en ai pas. Il dit, mon parcours fait que je suis devenu président de la République avant d'avoir un ancrage politique local. Certains m'en font suffisamment le reproche, c'est ce qu'on fait ce matin. C'est un fait, mais je ne vais pas rebâtir un ancrage local maintenant, ça n'aurait pas de sens. Mais il dit, je suis un enfant d'Amiens et ça, on ne me l'enlèvera pas. Non, je crois que c'est normal qu'il aille en province régulièrement, dans les territoires, comme on dit. Le problème, c'est que maintenant, on attend un message. Chaque fois que le président se déplace, il y a des journalistes qui tendent le micro et puis qui essaient de savoir quelle est la phrase qu'on va retenir pour ouvrir le journal. Et donc, on attend qu'il annonce une nouveauté à chaque fois. Donc c'est un peu le piège. Il peut pas annoncer, mais comme tous les politiques, il ne peut pas annoncer une nouveauté à chaque fois. Donc, les gens risquent d'être un peu déçus. Qu'est-ce que vous faites pour... Il va dire, on vient d'annoncer le plan hôpital. Oui, mais c'est fini ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ça, c'est terrible. Sonne faux. Oui, c'est ça. C'est pas lui, ça. C'est pas lui, ça. Non, c'est pas lui. C'est le monde maintenant, le monde médiatique. C'est le mal de la 5e République et du quinquennat. Des nouveautés tout le temps. Il faut annoncer des nouveautés. Mais si on voulait attester de la déconnexion du président de la République, au-delà de la question de l'ancrage local, moi j'ai été fasciné par cette brève, parce que chasser le naturel, il revient au galop, qui nous a été révélé par le JDD. Le président de la République a vu le film Les Misérables. Et du coup, il a appelé ses ministres en disant ce serait bien qu'on s'occupe des quartiers. Mais c'est quand même fabuleux. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas vu moi, Daniel Blake, avant de faire la réforme de l'assurance chômage.
Ouais. Voilà. Et il faut l'emmener au cinéma, le président de la République, parce que notamment le cinéma français est capable de traduire un certain nombre de réalités, des souffrances que vivent au quotidien nos concitoyens. Aller voir un film, qu'il faille au président de la République, aller voir un film pour prendre conscience qu'on a un vrai sujet dans les quartiers. Après avoir rejeté le plan Borloo, excusez-moi, c'est une déconnexion dont moi je ne me réjouis pas, mais qui m'inquiète profondément parce que le pays va mal. C'est vrai, la phrase n'a pas été démentie. Quand on les voit, ils sont largués, tout ça. Non, mais là, tous les communicants sont quand même en train de se faire tirer l'oreille parce qu'effectivement, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire fuiter cette petite phrase comme quoi le président avait bien aimé ce film. Donc là, ils sont en train de rétro-pédaler, mais honnêtement, je pense qu'ils savaient quand même avant ce film la situation des banlieues. Là, faut pas non plus aller chercher la petite phrase partout, quoi. Mais sauf que c'est pas des territoires qui les intéressent. Exactement. C'est aussi simple que ça. Et la suppression des emplois aidés, par exemple, dans les banlieues, c'est ravageur. Ravageur. Mais on sent que c'est un président quand même qui est assez hautain, qui n'est pas proche du peuple. Il va au contact quand même. Il est allé, il a passé les grandes rencontres. On sent qu'il n'est pas proche du peuple. Et c'est ce qui fait que les Français n'accrochent pas. Ils ont accroché au départ parce que c'était nouveau, donc il a bouffé le PS, il a bouffé les Républicains et il a fait son coup de maître et il est bien arrivé. Mais sauf que ça retombe complètement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas proche du peuple. Mais il faut arrêter de croire que tous les présidents étaient proches du peuple. Quand Chirac tapait le cul des vaches, mais il y avait quand même quelque chose de plus humain que il y avait quelque chose de plus humain. Ils sont tous nés dans les beaux quartiers. Non mais ça on est d'accord. Mais il faut arrêter de croire qu'il y a besoin d'un président. Non mais ça on est d'accord. On est d'accord. Mais lui, il y a toujours une distance que les autres n'ont pas. Même si les autres, je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites qu'ils ont habité les beaux quartiers, qu'ils ont fait les grandes écoles, mais il y avait quand même quelque chose qui les ramenait à chaque fois au peuple. Il y a une distance parce que c'est un intellectuel. Il y a une distance parce que c'est un intellectuel. Moi, je l'avais rencontré professionnellement avant, quand il était ministre. Il va à une vitesse folle quand on est face à lui. Il a compris ce qu'on va dire avant même qu'on ait commencé. Et il est 2 étapes plus loin. D'ailleurs, il joue dessus politiquement en essayant de créer un clivage populiste élitiste versus droite-gauche. D'ailleurs, c'est ce qui se dessine dans la prochaine présidentielle avec un Marine Le Pen Macron. Il fait penser à l'ancien candidat des démocrates, Kerry, aux États-Unis, où il y avait quand même un décalage, oui. Eh ben, écoutez, on verra. Et c'est Trump qui a gagné. Et c'est Trump qui, visiblement, se porte plutôt très bien dans les sondages. Et que la procédure d'impeachment, en contraire, le renforce auprès des Américains. J'ai entendu ça ce matin. Et je pense qu'André Berkov vous en parlera sûrement, parce que il s'y connaît en Trump. Et ben, dans un instant, c'est André qui sera là. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.